Alors là, j'en étais donc à, euh, à ces deux maquettes au 4 centièmes. C'est-à-dire qu'en vrai, elles le sont 400 fois plus grandes. Eh bien, la maquette du petit voilier océanique Godessark Pakicetus, ici, et là, la maquette du grand navire d'exploration Godessark Mayacetus. Et donc, j'expliquais que l'un de mes principaux choix de revenir au dériveur intégral est que euh, dans cette version, il sera plus facile euh, de s'en servir euh, comme annexe, comme embarcation annexe du, euh, GA Mayacetus. Voilà, donc plus facile tant pour la manœuvre de mise à la mer ou d'embarquement donc de GA Pakicetus que pour le garer dans l'immense hangar euh, de ce grand navire d'exploration qui embarquera aussi de nombreuses autres annexes. Et pas que des embarcations nautiques, mais aussi aéronefs, sous-marins et quelques véhicules terrestres. Voilà. Donc là, on voit bien la différence hein, entre donc le petit voilier océanique de la première phase, qui lui mesurera 10 mètres. Alors, donc plus précisément, 9 mètres 80 de longueur de coque, 10 mètres 80 hors tout, euh, et même cette longueur hors tout pouvant être portée à 12 mètres. Voilà, donc lui donc déplacera 8 tonnes. Voilà. Déplacement à pleine charge 8 tonnes, alors que le grand navire d'exploration de la seconde phase du projet Godessark, GA Mayacetus, euh, euh, aura un déplacement à pleine charge de 18 000 tonnes. Donc là, on est plus du tout dans le même monde, à la même échelle. Euh, euh, pour une longueur de 180 mètres. Autrement dit, euh, euh, autrement dit, donc 12 fois plus long que... non, qu'est-ce que je dis 15 fois plus long que, le petit voilier océanique GA Pakicetus, avec sa longueur hors tout portée à 12 mètres. Voilà. Mais bon, ce petit voilier de la première phase donc sera euh, donc d'une 2250 fois moins lourd euh, que, euh,
que son navire mère, euh, son navire base, euh, donc GA Maya Cetus. Voilà. Voilà, donc ceci donne une idée de l'échelle, hein, du gigantisme donc du navire, ou même des navires, hein, puisqu'en fait il s'agira de deux navires sister ship pour assurer donc l'immense navigation, la GOPRAC, la Global Pilgrimage Panorama Race Action Challenge, hein, de la seconde phase du projet Goddess Ark. Voilà, qui eux donc pourront embarquer chacun euh, un demi-millier de personnes. Donc équipage et passagers. Voilà. Alors que équipage et passagers compris. Alors que le petit voilier océanique, actuellement en tout début de construction, eh bien, euh, sera prévu pour embarquer 5 personnes en haute mer. Voilà. Alors, donc là, je reviens au plan. Euh, donc, au plan de construction de ce petit voilier océanique. Et euh, donc, bon, ben, je parlais donc du choix, j'expliquais là mon choix définitif donc de revenir à la version dériveur intégrale, puisque ce plan a vraiment la particularité de pouvoir passer d'une version à l'autre, hein, ce qui n'est pas courant. Euh, donc de pouvoir passer du mode dériveur intégral à Quillard et vice-versa. Euh, voilà, donc alors maintenant que j'ai expliqué la raison de ce choix, eh bien, je vais maintenant parler du cockpit, c'est-à-dire la partie, en général la partie arrière d'un voilier, dans lequel se loge en navigation, se loge l'équipage, et notamment le barreur. Le barreur, voilà, la personne qui conduit le voilier, qui tient la barre. Donc, eh bien, ce plan montre aussi donc les deux versions proposées. Oui, parce qu'en fait l'intérêt de ce plan, comme l'était la plupart des plans de M. Karoff, de l'architecte naval Gilbert Karoff, eh bien, ces plans permettaient une grande liberté d'exécution. Voilà, donc très intéressant pour les constructeurs amateurs voulant construire un voilier correspondant vraiment à leurs attentes, à leurs objectifs, donc de programme de navigation. Voilà. Donc,
bah là, il y a aussi donc sur ce plan la possibilité de passer d'un plan de pont à un autre. Voilà. Et donc là, avec deux versions radicalement différentes de cockpit. Voilà, donc ici, le cockpit classique, c'est-à-dire droit, donc formant une banquette de chaque côté, de chaque bord. Et là, le cockpit, oui, alors là je disais classique, mais aussi donc avec un liloir donc de cockpit, qui permet de bien protéger aussi donc les personnes assises. Voilà. Et donc là, la version du cockpit rond. Voilà, donc qui est assez original. Et donc, donc ce cockpit s'étale sur toute la largeur du voilier et donc dégage un grand espace, ce qui fait donc un immense cockpit. Voilà, alors toujours pareil, il y a avantages et inconvénients, voilà, comme en toute chose. Euh, donc bah là l'avantage c'est donc de disposer d'un immense cockpit qui permet d'être très à l'aise. Voilà, et donc le fait qu'il soit arrondi bon, bien, permet une circulation beaucoup plus aisée. Et donc par beau temps, bah, peut rendre la navigation très agréable. Euh, voilà, donc le barreur pouvant se placer euh, quasiment en débordant du voilier, un peu comme on le fait sur les petits voiliers enfin de voiles légères, tels que les dériveurs, euh, ou même dériveurs et multicoques, catamarans. Voilà, donc ceci peut rendre la navigation vraiment sympathique. Et puis aussi, ce vaste cockpit est un avantage pour la navigation en zone équatoriale, enfin, là où il fait beau et chaud. Enfin, où il fait beau, en dehors des, des, des ouragans et autres typhons. Et voilà, donc c'est une option qui est parfaite pour des voiliers euh, qui ont vocation à naviguer essentiellement donc dans les eaux chaudes. Voilà, donc Méditerranée en été ou enfin les eaux équatoriales et les régions équatoriales voilà, donc parfait pour ça. Par contre, ça l'est moins pour les navigations dans les eaux froides et tempétueuses. Voilà, telles que Atlantique Nord et enfin Nord d'Atlantique Nord et océan austral, c'est-à-dire le sud au sud des océans Atlantique, euh, Indien et Pacifique. Voilà. C'est pour ça que bah, au départ, je m'étais porté sur l'option, enfin, oui, l'option cockpit classique. Euh, voilà. Bon, je coupe pour reprendre.